Allez, bon, on va commencer. Les autres arriveront au fur et à mesure de la réunion. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des scolites, un insecte destructeur de nos forêts. Donc, c'est un webinaire qu'on fait Fibora en partenariat avec le pôle Excellence Bois, Fibois 38 et Fibois 01. Donc voilà, c'est un webinaire qui est enregistré et vous pourrez poser vos questions via le chat. Et puis à la fin, on pourra même faire un peu, vous pourrez ouvrir votre micro en levant la main. Donc voilà, il y aura tout un moment pour les questions à la fin. Je vais donc laisser la parole pour introduire au pôle Excellence Bois, Fibo 01 et Fibois 38, en commençant par le pôle Excellence Bois avec toi, Thibaut. Merci Zachary, bonjour à tous. Voilà, donc nous, le Pôle Excellence Bois, on est l'association qui anime la filière forêt-bois en Savoie et Haute-Savoie. Ce sujet des scolites de l'épicéa est un gros sujet et ça s'explique par un seul chiffre, qui en dit beaucoup, c'est que 46% du volume de bois dans nos forêts, c'est de l'épicéa. Donc il faut imaginer que si 46% du volume disparaît petit à petit à cause des scolites, il y aura de nombreux impacts en passant tout d'abord par la filière bois, puisque nos scieurs scient majoritairement de l'épicéa pour répondre aux besoins de leurs clients. L'aspect aussi paysage et tout le tourisme derrière qui en découle. Puis la biodiversité, le puits carbone, enfin voilà, les impacts sont extrêmement nombreux. Du coup, on a de nombreuses actions autour de cette thématique. On anime notamment un comité scolite à l'échelle de Savoie et Haute-Savoie avec tous les acteurs de la filière forêt. Et puis maintenant, on a intégré aussi les acteurs de l'aval de la filière, puisque sans eux, ben, les débouchés manquent. Voilà, donc plein d'autres actions aussi de communication. Donc nous sommes très heureux d'être partenaires de ce webinaire à l'échelle régionale. Merci. Fibois 01, Cécile, si tu veux dire un mot. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. Donc, oui, dans l'Ain, ben, comme dans le Grand Est et les forêts de Bourgogne-Franche-Comté qui ont été touchées vraiment les premières, ben, hélas, dans l'Ain, voilà, les changements climatiques déstabilisent aussi les peuplements forestiers. Et ça n'ira pas en s'atténuant, on peut le dire. Euh, donc l'Ain concentre à lui seul la moitié des dégâts du territoire qui couvre l'Ain, les Deux-Savoie et l'Isère. Voilà, donc on a des forêts dans le budget qui sont très touchées. Plus de 70% des volumes d'épicéas à sapins vendus en 2023 étaient dépérissants. Donc voilà, je pense que l'objectif est important, vraiment de bien comprendre le phénomène, ses conséquences et les enjeux d'exploiter le bois rapidement pour les valoriser vraiment au mieux en bois d'œuvre. Donc voilà, de faire évoluer les pratiques, faire changer le regard sur ces bois pour essayer d'un peu de mettre en adéquation, on va dire, la ressource forestière locale, l'usage de cette ressource par les professionnels de la filière et l'urgence sanitaire. Donc, dans l'Ain, Fibois 01, qui est l'interprofession du bois dans l'Ain, on a aussi œuvré, enfin, on œuvre encore pour essayer de valoriser davantage ce bois, notamment donc avec le pôle Excellence Bois, les communes forestières. On a organisé en fin 2023 une rencontre à Bois d'Amont, dans une école qui a été construite dans le Jura avec du bois scolité. Et on a des projets dans l'Ain qui vont intégrer du bois scolité et le rendre visible. Voilà. Donc, c'est un peu sur le deuxième webinaire, mais voilà. Donc, il y a une grande importance à faire accepter la valorisation de ce bois. Voilà. Merci. Et Fibois 38 avec Guénel Scolan. Et pour Fibois-Isère, donc sur notre échelle également départementale, ben, on rejoint les problématiques de nos collègues. Alors un petit peu plus tardivement dans notre département qui est un petit peu après au niveau des enjeux scolites. Ça commence à être très prégnant sur le massif de Beldon, mais également sur le massif du Vercors et de Chartreuse, donc les trois massifs qui concentrent l'essentiel des résineux, sapins et épicéas de notre département. Donc voilà, nous aussi, on est en train
On est en train de rentrer dans cette problématique pleinement, avec les mêmes enjeux évidemment que tout le monde, nos collègues du massif, enfin des Alpes et du massif Jura pour la partie 1 et sur l'ensemble de la région au final, puisqu'on va retrouver également des problématiques assez similaires en massif central. Donc l'objectif pour nous, sans répéter ce qu'ont dit les collègues, c'est de faire filière et de montrer que la crise sanitaire n'est pas qu'une crise forestière, mais c'est bien un enjeu de filière, et que ça touche tout autant voilà, l'amont que l'aval, et qu'il faut se mobiliser pleinement et entièrement sur l'ensemble de la filière. Et j'espère que ce webinaire et le suivant vous convaincront tous de cette réalité et de cette nécessité. Donc bon webinaire à tous, merci. Merci. Et ben, du coup, on va pouvoir commencer. Du coup, nous, sur plutôt l'échelle régionale, à Fiboara, donc on n'a pas tous les départements qui sont concernés, mais on sait que avec le réchauffement climatique, ben, on va vers cette tendance. Donc, on y regarde de près, d'une manière tout aussi importante. Donc, je vais laisser la parole à Olivier Bobet de la DRAF, du pôle santé des forêts, faire sa présentation et se présenter aussi. Bonjour, donc Olivier Bobet, je fais partie de la DRAF et donc je suis responsable du pôle santé des forêts, donc le pôle santé des forêts à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et donc l'objet de ma présentation, c'est déjà, je suis très content d'être devant vous et de parler avec l'ensemble de la filière, en fait, derrière vous, hein. Ce que je vais vous parler, c'est déjà très rapidement de la surveillance des forêts, parce que voilà, c'est pas nouveau, la surveillance des forêts. Je vais vous parler des scolites, parce que c'est eux qui nous font les dommages, et puis un petit peu de voir comment ça fonctionne, ces insectes-là, et comment ils sont organisés pour nous faire ces dégâts-là. Les dommages en Auvergne-Rhône-Alpes, avec quelques illustrations de chiffres et puis autres. Et puis on parlera des autres crises sanitaires, parce que les épicéas sont effectivement la partie émergée de l'iceberg, mais voilà, nos peuplements sont un peu tous en stress. Et donc on fera un état, on essaiera pas trop catastrophique, mais un état voilà, objectif de la situation sur notre territoire. Le premier point, c'est la surveillance de la santé des forêts. Donc, elle est pilotée par le ministère de l'Agriculture. Ça fonctionne depuis 1989. Et vous savez que les forêts ont subi d'autres crises. Et donc, la crise des pluies acides a été à l'origine de la création d'un dispositif de surveillance. Et ça, c'était au début des années 80. Voilà. Donc, ce fonctionnement-là, il est à peu près resté le même depuis 1989. Et donc, il s'appuie sur les pôles santé des forêts qui sont répartis sur six régions, enfin en tout cas la France est divisée en 6, et donc le pôle santé des forêts Auvergne-Rhône-Alpes s'occupe de ce territoire-là. On est 3 permanents au pôle, avec une personne qui a 30%, donc ça fait, et puis il y a un chargé de mission qui s'occupe de télédétection spatiale. On s'appuie pour cette surveillance sur un réseau de forestiers. Donc, on appelle les correspondants observateurs, qui appartiennent aux différents établissements que sont l'ONF, le CNPF et puis les services de l'État. On intègre aussi quelques gestionnaires forestiers professionnels dans ce réseau-là. Et donc, la mission de ces forestiers-là, c'est de répondre. Et donc, ils sont formés en continu, ils sont en lien avec les acteurs de la surveillance des forêts, et ils sont en lien aussi avec les laboratoires et les centres de recherche avec nous. Et donc, ils ont des capacités à qualifier les anomalies qui sont détectées. Et donc, en fait, ils ont une mission qui est la mission de diagnostic conseil pour les propriétaires et gestionnaires. Et donc, il est important de passer par eux pour avoir ces éléments-là, et ces éléments un petit peu plus précis sur les crises en cours. Sur le terrain, hein, carrément, ils sont là pour aller sur le terrain avec vous. Et pour nous, ce sont nos yeux sur le terrain. Ils remplissent énormément, ils nous renvoient énormément de données. Ils nous permettent d'avoir une vision assez globale, tant au niveau régional qu'au niveau national, puisque les stratégies de recueil de l'information sont à peu près les mêmes. Le fonctionnement et les enjeux, donc les enjeux, en tout cas, les principales causes de dommages sur la santé des forêts, c'est, vous pensez tout de suite au changement climatique, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, sans doute, face aux scolites. Mais il y a une menace aussi qui est tout aussi importante et qui peut remettre en cause assez rapidement l'état de sanitaire de nos forêts, c'est les parasites exotiques et invasifs. Et donc, vous avez tous vu arriver la pyrale du buis, vous avez tous vu les effets de la calarose. Voilà, et d'autres, et la graphiose de l'orme un peu plus
anticipation un peu plus avant. Voilà, cette menace-là, elle est non négligeable. On transfère de plus en plus de matière et de commerce, on commerce de plus en plus avec les quatre coins de la planète et à chaque fois, ben, on peut transférer des organismes qui peuvent ou ne peuvent pas, mais quand ils s'adaptent chez nous, souvent, il n'y a pas de contre-feu qui s'allume dans nos écosystèmes et donc c'est d'autant plus violent. Les aléas climatiques, eh ben, c'est souvent des facteurs déclenchants de dépérissement. On pense aux tempêtes, hein, parce que ça, il ne faut pas oublier ces phénomènes-là et qui ont été des grandes causes de désastres pour les forestiers, celle de 99, celle de 82 un peu avant. Et puis plus récemment, bah, les crises sanitaires qui ont été très marquées par les effets des sécheresses et sans doute des canicules derrière tout ça. Et puis derrière, il y a une autre menace aussi qui n'est pas à négliger, c'est les changements de pratiques sylvicoles. Donc voilà, un certain nombre de changements qui sont parfois positifs, qui sont parfois contraignantes pour les peuplements forestiers. Il faut en être conscient. Et voilà, donc nos diagnostics vont dans ce sens-là et utilisent ces éléments-là pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Euh, les informations fournies par les pôles santé des forêts, vous pouvez retrouver au niveau des sites internet de la DRAF, ben, des bilans régionaux, des bilans départementaux de la santé des forêts, des analyses bioclimatiques, des informations techniques qui interviennent lors de crises sanitaires ou d'événements particulièrement marquants et qui sont largement rediffusés dans le réseau. Maintenant, les forestiers s'intéressent tous à la santé des forêts, hein. Donc voilà, ça devient une des préoccupations majeures des forestiers. Et donc, vous pouvez retrouver pas mal de choses aussi sur un certain nombre de liens avec des liens qui nous permettent de faire qui vous permettent de faire des diagnostics ou de mieux connaître les ravageurs qui nous affectent. Alors, les scolites, c'est eux qui nous intéressent aujourd'hui. Ce sont des mangeurs de bois. On appelle ça des cambiophages parce qu'ils s'intéressent aux tissus qui sont sous les écorces, en fait. Et donc, c'est là où les scolites qui nous font des dégâts attaquent et se développent. Donc, le phloème, c'est là-dedans où ils se développent. C'est des tissus qui sont extrêmement riches et qui servent à la circulation de la sève élaborée. C'est la sève qui redescend de l'arbre. La sève qui monte dans l'arbre, elle passe par le xylème et par le bois, en fait. Et donc, voilà, il y a d'autres scolites qui sont des mangeurs de bois et qu'on appelle les xylémophages et que les sieurs, les utilisateurs de bois connaissent bien. On appelle cette piqûre-là la piqûre noire qui se déroule à l'intérieur du bois. Donc, alors, les scolites, eh ben, ils détruisent les tissus sous-corticaux et en même temps, ils marquent l'écorce en faisant des dessins. Alors, ces dessins correspondent globalement à des galeries qu'on appelle les galeries maternelles des scolites, dans lesquelles on a un mâle qui arrive avec des phéromones d'agrégation. Il y a une ou deux femelles ou trois femelles qui arrivent. Et donc, les femelles creusent des galeries maternelles dans lesquelles elles déposent des œufs et que perpendiculairement, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on a des galeries larvaires qui se développent et qui dégradent les tissus corticaux de manière assez rapide. Donc, le typographe, c'est le scolite qui fait les dégâts sur nos épicéas. Mais il y a chaque essence, en fait, a ses propres scolites. Et le typographe est bien un scolite indigène, ce n'est pas un scolite importé. Et donc, son comportement enfin, sa présence est tout à fait normale dans nos écosystèmes. C'est son développement qui s'amplifie. Donc, je vous ai mis ici le schéma classique et typique d'une galerie de scolites. Et voilà, avec son développement qui est assez rapide, on va dire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la colonisation soit efficace, en même temps, ces scolites-là, ils sont accompagnés de champignons de bleuissement. Ces champignons de bleuissement, ce sont des ophiostomacées, et c'est eux qui nous posent problème par la suite parce qu'ils font bleuir le bois de manière assez rapide. En même temps, en faisant bleuir le bois et en colonisant le bois, ils ralentissent le flux de circulation de la sève et donc ils augmentent l'efficacité de l'attaque. C'est-à-dire que quand un arbre est attaqué, ben, il essaye de réagir en émettant de la résine. Et là, ben, les champignons, les attaques massives de scolites, hein, plus le champignon associé, ben, fait que l'arbre a beaucoup de mal à réagir. Et donc, dans les phases épidémiques, on se rend compte que les insectes sont de plus en plus porteurs de ces champignons associés, et ce qui donne de l'efficience à leur colonisation. Alors, la piqûre noire, c'est les scolites qu'on appelle les scolites xylophages. Et donc, la différence entre les deux, c'est qu'un scolite sous-cortical, quand il attaque un arbre, il émet de la sueur rousse. Un scolite xylophage, quand il dégrade le bois, il émet de la sueur blanche.
Donc voilà, on n'est pas tout à fait au même niveau d'attaque. Il faut voir que la dynamique aussi, elle est très variable pour nos scolites, entre une, deux, voire trois générations dans l'année, ce qui nous donne une idée des dynamiques qui peuvent être assez exponentielles. Euh, Comment ça se passe la colonisation d'un arbre? Eh ben, d'abord, on a ce qu'on arrive à voir, hein. Dans un premier temps, on voit de la surrousse qui coule au pied des arbres. Donc, c'est ce que vous voyez sur la feuille de ronce. Ensuite, la galerie maternelle est en cours de colonisation. La ponte se passe. Donc, ensuite, vous avez l'écorce qui se met à tomber. Et puis l'arbre, avec un temps de retard, selon la saison de végétation où on en est, qui prend une couleur rouge et qui perd son écorce et qui change de couleur. Donc souvent, quand on voit l'écorce tomber, quand on voit euh, le, euh, l'écorce tomber et le houppier qui change de couleur, les scolites, ils sont déjà plus sous les écorces. Ils ont déjà quitté l'écorce. Donc ce qu'il faut noter, c'est que globalement, les facteurs de multiplication, c'est qu'une femelle pond 50 œufs, globalement 25, qui produisent 25 femelles et 25 mâles. Donc à la génération suivante, vous voyez que ça peut faire un petit paquet. Et donc, on en est déjà à 625. Et en 2 ans, globalement, ça fait 390 000 insectes à partir d'une femelle au départ. Donc, globalement, pour provoquer la mort d'un arbre et d'un épicéa de 1200, d'un mètre cube, il faut environ 1200 insectes, globalement, duquel il va émerger entre 25 et 35 000 insectes. Donc, les facteurs de multiplication, ils sont fois 25, globalement, à chaque génération. Ce qu'il faut noter aussi, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a des points positifs, hein. C'est que dans les phases épidémiques, on a une montée en puissance des dégâts de scolytes, mais que derrière, il y a des contre-feux qui s'allument dans nos écosystèmes avec des prédateurs, des parasites, et puis une diminution de la ressource alimentaire. Bon, souvent, c'est un petit peu ça aussi qui va arrêter, et puis des conditions climatiques qui rentrent en ligne de compte. Je vous ai mis ici ce tableau-là et qui exprime un petit peu déjà la situation locale et puis un petit peu le mode de fonctionnement de ces insectes et notamment du scolite typographe avec deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un, la vigueur des arbres et deux, le niveau des populations. Donc ce qu'on sait très nettement, c'est que le typographe est capable de provoquer la mort d'arbres en pleine vitalité. Néanmoins, dans les phases initiales, ça reste à la marge. Donc, on peut suivre ici la dynamique qui s'est passée, hein. Donc, le premier choc pris par nos peuplements forestiers, ça a été la sécheresse de l'année 2018 qui a nettement fait baisser la vitalité des arbres. Et donc, à partir de là, on a eu une augmentation du niveau des populations. Et donc, vous voyez, l'année 2021, où on était à une situation un petit peu intermédiaire. Et avec, par contre, l'automne 2022 et l'automne 2023, on a une montée en puissance du niveau des populations de scolites, avec en même temps des peuplements qui ont été quand même très affaiblis par des sécheresses un petit peu à répétition. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les chablis et les volis étaient quand même, au départ, les premières causes de montée en puissance des épidémies de scolites, et que depuis 2018, c'est plutôt lié avec des sécheresses et des canicules, même si certains coups de neige lourde ont été des facteurs déclenchants, en tout cas, qui ont permis de faire monter le niveau des populations de scolites. Les stockages de bois, éventuellement, peuvent constituer une source de multiplication des insectes. C'est pour cette raison que dans les arrêtés, on fait attention au bois stocké sur les bords, sur les zones forestières en tout cas. Donc un hiver humide peut être totalement défavorable aux scolites, notamment parce que quand ils ont les pieds dans l'eau et puisqu'ils hivernent dans la litière, souvent ça crée des conditions peu favorables à leur hivernage. Le point positif, c'est qu'on a assez peu de chablis pour l'instant sur nos territoires, en tout cas la situation où on en est actuellement. La météo, vous l'avez compris, ça a été un facteur déclenchant de ces épidémies de scolytes. Et donc, je reviens sur des choses plus récentes, mais notamment sur les Alpes. L'année 2022 a été une année très difficile, avec une situation, avec une sécheresse qui a été extrêmement intense. Et on retrouve cette sécheresse pratiquement comme une anomalie sur nos territoires alpins. Et Sylvain, je crois qu'il en redira un mot un peu plus tard. On a un système là qui nous permet de voir un petit peu quotidiennement comment réagissent les arbres, et c'est la courbe qui est en bas là. Et donc vous voyez que quand on descend en dessous la courbe des 0,4, ça veut dire que les peuplements sont en stress et ça veut dire qu'on a des difficultés.
Les conditions plus récentes indiquent qu'une situation, on a eu quand même en 2022 un hiver qui a été particulièrement, 2022-2023 particulièrement sec, et on a débuté la saison de végétation avec des conditions très difficiles, même si le printemps a été particulièrement quand même pluvieux, le printemps 2023. Et donc la sécheresse tardive du 15 août au 15 octobre a été quand même assez favorable à un développement très tardif des scolites. Et donc, avec un épisode de canicule qui est assez aussi impacté et présent dedans. Ce que vous retrouvez sur le petit graphique sur la droite, là, c'est le nombre de jours avec des températures supérieures à 30 et 35 degrés. Je vous ai mis ça sur Ambérieu en Bugey. Toujours est-il que ce qu'il faut noter, c'est que ça, ces températures qui est extrême, on va dire, pour la forêt, elles sont très impactantes sur la physiologie des arbres forestiers et très affaiblissantes. Et donc, vous vous rendez compte que la première anomalie, et ce qui pointe toujours, c'est 2003, et que vous voyez que depuis quelques années, on se rapproche beaucoup de 2003, avec de plus en plus de jours avec des sécheresses et des canicules importantes. Et vous remarquez dans la dernière période, le petit trou dans le graphique, c'est l'année 2021 qui avait été une année qui était plutôt favorable à la forêt. Voilà. Alors, les crises en cours, les crises sanitaires en cours, c'est effectivement la crise scolite sur les épicéas. Je vous ai expliqué un petit peu la colonisation. Dans le paysage, ça fait un petit peu ça, hein. Donc, c'est une colonisation massive. Ça commence par un arbre, mais surtout, il y a des phéromones d'agrégation. Et donc, ça s'étend, ça fait vite boule de neige. Ça fait vite boule de neige parce que le niveau des populations initiales est déjà assez fort. Et donc, là, vous voyez que le niveau des populations est en train de monter. Donc, des dégâts sur Combloux, des dégâts dans le Chablais, avec des taches, en fait, et des arbres qui sont juste en train de virer. Et puis, très vite, ils changent de couleur. Ils prennent un autre aspect, ils perdent les aiguilles, et puis dans cette phase-là, ils sont encore parfaitement transformables. Donc des dégâts dans la zone de l'Ain, le Val-Romé, dans le Cantal aussi, avec des arbres, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des arbres qui sont marqués en rouge et d'autres qui sont marqués en bleu. Et donc les arbres en rouge, ils ont été colonisés par une génération et les arbres en bleu par une seconde génération. Donc c'est une dynamique qui va très vite. Voilà, on peut avoir 3 générations quand les années sont assez favorables. Vous regardez, ce qui doit apparaître sur votre écran, c'est la dynamique de l'évolution sur un paysage des dégâts de scolytes vus par la télédétection spatiale. Et donc, vous voyez ici, c'est sur le secteur d'Alvar, et donc la montée en puissance, et vous allez voir qu'à la fin de l'année 2022, et puis surtout à la fin de l'année 2023, une explosion et un élargissement très net des dégâts de scolytes. Voilà, je ne sais pas si ça apparaît en direct sur votre écran comme sur le mien. Ouais. Je pense que c'est assez démonstratif cette donnée-là, parce que on voit bien qu'au départ, il y a quelques traces, et puis que d'un seul coup, ça s'emballe. Et ça s'emballe pourquoi? Ça s'emballe parce qu'on a déjà ces premières attaques, elles n'ont pas été résorbées, et puis qu'elles sont très difficilement résorbables, et que derrière, les conditions climatiques qui ont suivi ont créé des conditions favorables au développement des scolytes et plutôt défavorables à la croissance forestière. Les enjeux sur la région, ils sont très forts. Globalement, on a 236 000 hectares sur la région Rhône-Rhône-Alpes avec 92 millions de mètres cubes de bois sur pied, d'épicéas sur pied. On a 23 000 hectares en dessous de 800 mètres, ce qui représente 12 millions de mètres cubes. Et donc, il y a beaucoup de surface dans l'Ain et dans les Alpes, hein, qui sont dans ces situations-là. Et en dessous, entre 800 et 1000 mètres, on a aussi pratiquement la même quantité de bois. Donc vous imaginez bien que la situation et les volumes qu'on est en capacité de mobiliser, c'est loin de représenter cette production. Et là, on n'est que sur la partie basse des massifs, sachant qu'on a des dégâts jusque souvent très hauts dans nos massifs, hein. Alors l'évolution de la dynamique, ça passe par les travails des forestiers. Je crois que Sylvain va repasser ce graphique-là tout à l'heure, donc je ne vais pas m'apesantir, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même eu des périodes d'endémie, hein, où il ne se passait pas grand-chose, et que depuis 2018, la dynamique, elle est repartie, mais Sylvain vous en dira un peu plus sur les dommages. Voilà, j'essaye de faire vite, hein. Et donc, voilà, et la gestion du risque, il y a un arrêté préfectoral qui concerne pas mal de départements dans la région. C'est surtout pour permettre aux sylviculteurs de suivre et de mettre un point, voilà, de forcer un petit peu la détection, la mobilisation de ces bois-là,
et de faciliter aussi la mobilisation. Donc, néanmoins, ces arrêtés, il y a une application qui est très difficile parce que les filières sont saturées et que sans la filière, sans la consommation de la filière, sans les forestiers, eh ben, on ne fait rien dans les massifs. Donc voilà, il va falloir savoir prioriser. Et donc voilà ce que je voulais dire. Le modèle FORDET, c'est un modèle de télédétection spatiale qui nous permet d'avoir une vision très globale sur des grosses surfaces. Ça utilise la réflectance et ça utilise l'humidité dans la détection de l'humidité dans les couverts forestiers. Vous voyez que nos territoires sont en partie traités. La Haute-Savoie et la Savoie depuis 2018, les autres secteurs un peu plus récemment. C'est des détections très précises au pixel de 10 mètres par 10 mètres hein, et ça nous permet de détecter différentes anomalies. Ce que je voulais dire, c'est que ces systèmes-là, ils fonctionnent plutôt bien. Il y a des bonnes performances spatiales, il y a des sensibilités à d'autres événements quand même. Il y a un peu tendance à la surdétection, voilà. Et les grosses tâches, globalement, ça les trouve avec peut-être un point de retard, mais bon, les forestiers sur le terrain, ils voient les choses avant la télédétection, sauf que la télédétection permet de voir partout. Voilà. Donc, on a des rapports très précis sur la puissance de détection et la qualité de la détection de cet outil-là. Je pense que c'est un bel outil pour l'avenir, mais ça nécessitera malgré tout de revenir et de voir avec les forestiers. D'avoir des forestiers sur le terrain pour voir les choses et bien confirmer la bonne détection hein, de ces systèmes-là. Les mesures préventives, c'est limiter les stocks de bois à bord de route, c'est le suivi de ces peuplements, c'est maintenir des peuplements en croissance. Il faut faire très attention à ça parce qu'on a des peuplements qui sont un petit peu en bout de course et quand on a des peuplements comme ça, ils auront du mal à se remettre. D'être capable de conserver l'ambiance forestière et donner de la résilience. Donner de la résilience, c'est sans doute commencer à irrégulariser un petit peu ces peuplements-là pour essayer de mettre un petit peu de diversité. Et si ça se passe bien, bah, si on multiplie les essences, globalement, les scolites, ils sont spécifiques d'une essence. Hein. Les scolites des épicéas attaquent les épicéas, ceux du sapin, d'autres le sapin, et ils ne se mélangent pas trop entre eux, globalement. Donc les mesures curatives, c'est le repérage précoce et l'évacuation du massif. Ça, c'est très difficile pour nous dans nos massifs, qui est des forêts difficiles à parcourir. La valorisation du bois est importante si on intervient très rapidement. Elle est possible, voilà. Donc ça, c'est l'objet de votre prochain webinaire, si j'ai bien compris. Gérer les peuplements fragiles, c'est un enjeu en fait pour les forestiers. C'est un enjeu et c'est parfois un sacrifice que certains vont faire à contre-cœur, mais vont devoir faire parce que quand les peuplements sont mités et qu'on a perdu une partie de l'ambiance forestière, eh ben, il y a peu d'espoir pour que la dynamique enclenchée, notamment avec les scolites des épicéas, s'arrête comme ça en tout cas. Donc à un moment donné, il va falloir savoir renouveler les peuplements. Et ça, c'est un enjeu très fort sur le territoire de la région. Il y a des endroits où c'est des parties du territoire où c'est plus facile à faire que d'autres. Voilà. Une autre crise en cours, alors je vais très vite hein, parce que le temps m'est compté, je vais laisser la parole à mes collègues. Le sapin pectiné en Aura, il est touché aussi par des dépérissements. Tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes contiennent du sapin, tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par les crises sanitaires. Les scolites du sapin sont présents, ils accompagnent souvent et ils amplifient les effets des sécheresses et des canicules. Mais ils sont là aussi, ce n'est pas les mêmes, on appelle ça les scolites pithiocténèses avec plusieurs espèces. Ce qu'on peut noter, c'est que les vieux peuplements ou les parcelles en déficit de gestion sont souvent les plus touchés, que c'est une essence stratégique pour notre territoire et on a quand même derrière cette essence sapin pectiné aussi des essences, une essence, enfin des territoires et des parcelles forestières avec des stations avec un bon potentiel et un bon potentiel qui ne passera pas le cap du changement climatique sur le moyen terme. Notez aussi que voilà, on a à peu près la même surface et le même volume de sapin en Auvergne-Rhône-Alpes que d'épicéas, 218 000 hectares, 91 millions de mètres cubes de bois sur pied et 12 millions de mètres cubes de bois sur pied en dessous de 1000 mètres. Donc, volume extrêmement conséquent là aussi. Et donc, je vous ai mis après pour les graphiques, si vous donnez les PowerPoint, vous pouvez retrouver les différents territoires Alpes, Jura et Massif central, mais c'est une essence très présente dans le Massif central aussi. Et donc, avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'enjeux sur la zone Massif central autour des sapinières et dans les Alpes aussi, l'essence est peut-être un peu plus diffuse. Et dans l'Ain, par contre, on sait que ça pose vraiment souci. Voilà. Donc, des conséquences des stress 2022 sont... on a souvent un cran de retard. Les scolites, on les voit avec un cran de retard, ils agissent un peu moins vite que ceux de l'épicéa sur les sapins.
Et donc, voilà, quand on a des stress une année, c'est l'année suivante qu'on voit les rougissements. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir. La fin de l'été 2023 avait été défavorable aux attaques, défavorable à la croissance forestière et plutôt favorable à l'épidémie de scolytes. Et donc, on a des dégâts qui sont des peuplements qui sont en train de basculer tout de suite. On a là aussi une montée en altitude des dommages. Et il y a derrière tout ça, il y a une dynamique scolyte. Et les départements qu'on qualifierait de plus touchés, ce seraient les départements de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône, et puis de l'Ain, bien sûr. Alors, je ne hiérarchise pas, hein, c'est les plus touchés, donc je ne peux pas hiérarchiser entre eux, mais c'est vrai qu'on a une disparition progressive de cette essence-là sur les piémonts. Une essence surprenante, qui nous a surpris par son état de dégradation et dégradation brutale, c'est le pin sylvestre aussi, avec une crise plutôt récente sur la zone massif centrale, là, avec des premiers rougissements qui sont survenus en novembre 2023, des rougissements massifs avec un très fort taux d'atteinte qui peuvent dépasser 80%. Un phénomène qui a été évolutif tout au cours de l'hiver, là, on a encore des arbres qui sont en train de basculer. Alors, c'est des dommages qui sont plutôt très étendus, de 450 à 800 mètres, sur des stations quand même qui sont globalement très difficiles, et des peuplements qui ne présentaient pas de signes, en tout cas précédemment, d'altération de la masse foliaire. Donc, les facteurs impliqués, ce sont des sécheresses récurrentes, des chaleurs intenses, puis la sécheresse 2023 automnale qui avait été extrêmement forte sur ces territoires. Les scolytes sont peu présents. Par contre, on a un champignon qui est très présent, qui est le Sphaeropsis des pins, qui on trouve de manière pratiquement systématique sur ces pins dépérissants. Voilà. Télédétection spatiale, pour l'instant, va nous donner des informations, mais pas encore. Ça fonctionne plus ou moins bien. Et par contre, il y a une mobilisation qui doit être très rapide. Cette ressource-là est très périssable, peu attractive pour l'instant, parce que ce n'est pas des très jolis bois. Et conséquences sur les risques pour les usagers en forêt, sur les routes et les voiries, risques sanitaires sur le court et moyen terme, et les incendies, bien sûr. Voilà, ça va faire des gros trous dans ces zones-là. Il y a une communication qui est importante à faire. Et donc, les collègues de la Haute-Loire sont sur le pied de guerre, on va dire. Ne pas oublier derrière tout ça aussi le dépérissement de pins sylvestres dans les baronnies, parce que là, ce n'est pas tout à fait la même typologie de dépérissement. Il y a du gui sur ces pins-là, et il y a un dépérissement qui est très lié aux épisodes de sécheresse un petit peu récurrents aussi, et qui est très aussi massif, mais moins violent que ce qu'on a vu sur la Haute-Loire. Voilà. Hop. Et j'essaye de passer, je vais bientôt conclure. Le Douglas, qui est une essence stratégique pour notre territoire aussi, subit quelques crises. Les dépérissements sont essentiellement d'origine physiologique, même s'il y a quelques scolytes qui sont dedans. C'est une essence qui a été touchée par les effets canicules. Il n'y a pas de décrochage massif en dehors des stations qui sont très limites. Et les conséquences des canicules de 2023 sont apparues assez tardivement dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire. C'est sans doute les départements les plus touchés. Vous avez entendu parler des crises sur les chênes aussi, après les sécheresses exceptionnelles sur l'Allier. Pas mal de dégradation, de peuplement. Et donc, voilà, les gestionnaires ont aussi des cellules de crise enclenchées sur ces territoires-là. On a des réorientations de gestion assez significatives dans ces peuplements. Et puis, vous connaissez les situations des châtaigneraies, hein, de l'Ardèche, avec un état sanitaire qui est globalement très dégradé, des cortèges de pathogènes, notamment l'encre du châtaignier. Là aussi, des surfaces importantes et vraiment difficiles à mobiliser. Les hêtraies, globalement, un état qui est bon, mais qui montre quand même des fragilités, hein, en lien avec les épisodes de sécheresse aussi subis. Et puis, globalement, ce que vous avez pu noter, c'est que les forêts, elles ont été malmenées. Je conclus par ça, hein, par le changement climatique et puis les organismes invasifs. Vous avez en bas à gauche, voilà, un nouvel insecte qui vient d'apparaître dans la région avec la punaise réticulée du chêne qui va sans doute s'attaquer au feuillage, certes, mais qui va affaiblir un petit peu nos peuplements. Donc, cette menace-là des espèces invasives est toujours là. Donc, la santé des forêts, c'est une préoccupation maintenant centrale dans le monde forestier. Ce que je vous invite, c'est quand même, il y a parfois des réactions, des regards qui sont un petit peu différents, et je vous invite à prendre le regard et la tâche aussi des spécialistes et de prendre la tâche de leur regard, parce que ça va vous permettre de voir la forêt peut-être un petit peu autrement, de regarder les organismes et d'un peu mieux comprendre les situations de crise sanitaire auxquelles vous êtes confrontés. Donc, voilà, des problématiques qui sont complexes et puis une communication qui est nécessaire et qui est adaptée, parce que quand on fait des coupes, voilà, maintenant, il faut qu'on sache un peu justifier et expliquer pourquoi.
Et donc, voilà, c'est important de communiquer, c'est important pour nous de participer à ces webinaires et c'est important pour les forestiers d'expliquer ce qu'ils font. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais j'ai essayé d'être le plus bref possible et le plus complet. C'est très bien, merci pour cette présentation bien complète. On va enchaîner tout de suite avec Jonathan Dion de l'ONF. On s'occupera des questions tout à la fin des présentations. Donc, je vous laisse vous présenter et puis voilà, faire votre présentation. Eh bien, bonjour à tous, je suis Jonathan Dion, donc de l'Office national des forêts pour l'agence 1 Loire-Rhône et je suis responsable de la commercialisation et de l'exploitation des bois. Donc moi, effectivement, je suis plutôt le témoin de ce qu'Olivier Bobet a présenté sur le département de l'Ain en particulier, de la crise dépérissement, et j'ai subi effectivement ces dépérissements depuis quelques années avec les conséquences qui en découlent sur la valorisation et l'exploitation des bois. On va voir justement le pourquoi et comment on a géré ça depuis quelques années. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. C'est bon, on la voit bien. C'est bon, je vais voir comment je fais pour faire avancer les choses. Réussir à passer d'une diapo à l'autre, je les avoue tout de suite. Voilà. L'intensification des dépérissements, donc depuis 2017, voilà les volumes que nous récoltions habituellement. J'ai mélangé volontairement le sapin et l'épicéa, parce que c'est une particularité peut-être du département de l'Ain, c'est que depuis relativement tôt, dès 2018, 19, 20, on constatait qu'on n'était pas forcément dans une majorité d'épicéas. Les peuplements sont très très mélangés et il y a assez tôt eu d'importants volumes de sapins qui dépérissaient et c'est particulièrement vrai aujourd'hui en 2022 et 2023 où les épicéas ont effectivement été peut-être les premiers à subir les conséquences de dépérissement, mais aujourd'hui, effectivement, les volumes de récolte en jaune ici sont ceux qui sont des bois identifiés comme des récoltes sanitaires, c'est-à-dire lorsque les collègues techniciens parcourent les parcelles, lorsqu'elles sont prévues d'être passées en coupe par les documents de gestion, on y va et on constate effectivement que le martelage, donc la désignation des bois telle qu'elle était prévue, n'a pas pu se faire comme elle devait se faire, parce que comme elle était prévue dans le document de gestion, parce qu'en fait on s'est juste contenté d'enlever les arbres morts ou malades dans le peuplement, ou alors ce sont complètement des coupes qui n'étaient même pas prévues dans le plan de gestion à récolter et qui au final ont été parcourues en coupe uniquement parce que elles étaient en situation de mortalité. Donc vous voyez effectivement le niveau de récolte normal devient relativement faible en 2023 par rapport aux coupes de type sanitaire. Donc effectivement, on a ici tout le panorama d'une crise qui s'intensifie. Dès 2019, la moitié du volume récolté était déjà du volume de bois dépérissement. Et lorsqu'on regarde ça de manière cartographique et on imagine que les couleurs les plus rouges sont les bois les plus, sont les chantiers dans lesquels et les coupes dans lesquelles le pourcentage de bois dépérissant est le plus élevé, on voyait qu'il y a une généralisation sur différentes forêts dans tout un massif. Là, ici, la grosse moitié sud du département de l'Ain et de la montagne de l'Ain, effectivement, les récoltes de bois dépérissant y atteignaient dans ce secteur-là en particulier plus de 2/3 du volume à récolter ou identifié comme devant être récolté par les forestiers. L'ONF, j'aurais pu commencer par ça, gère les forêts publiques qui sont essentiellement des forêts appartenant à l'État, mais dans l'Ain essentiellement des forêts communales pour l'immense majorité. Et donc on a identifié au total sur l'ensemble des communes de l'Ain 86 communes dont la forêt est complètement en crise.
soit parce qu'elle a un pourcentage de sapins et d'épicéas sur sa forêt communale qui est significatif, soit parce que le pourcentage de dépérissance, ce sont les différentes couleurs du coup, qui apparaissent. Plus on est rouge foncé et plus le pourcentage de bois dépérissant est important, plus de 30% pour le rouge foncé, plus de 20% le rouge un peu plus clair. Et puis, les forêts en jaune sont des forêts dans lesquelles, pour l'instant, le taux de dépérissement, le pourcentage de bois dépérissant reste encore modéré, moins de 20%, mais peut-être parce qu'il y a d'autres essences en accompagnement dans les forêts, ou alors tout simplement parce qu'ils sont en limite de la zone qui est touchée par la crise. En tout cas, elles ont été quand même considérées comme faisant partie de la cellule de crise et des forêts dont les plans de gestion doivent être modifiés compte tenu de la vulnérabilité de ces forêts-là. Une cellule de crise a été mise en place à partir de 2023, donc relativement tardivement dans l'historique de la progression de la crise, parce que cette crise, elle a été très, très progressive. Au début, on ne l'appelait pas comme ça. C'était un épisode qui était considéré comme normal. De temps en temps, les forestiers étaient habitués. C'était arrivé à l'issue de la sécheresse de 2003. C'était arrivé à l'issue aussi où il y avait eu des scolites pendant 2-3 ans. Puis ça s'était calmé tout seul. Là, effectivement, on s'était dit pareil en 2017-18 et 3 ans plus tard, ça n'a fait que s'aggraver et l'épidémie et la crise ne s'est pas du tout calmée. Donc une réunion de crise mise en place, surtout donc entre l'ONF, les services de l'État, direction départementale des territoires et la DRAF, autant les services gérant les plans de gestion forestiers que les services du pôle santé des forêts dont fait partie Olivier Bobet, et l'association des communes forestières représentant, comme je le disais, la majorité des propriétaires forestiers publics dans le secteur. Ces réunions ont permis de partager le retour d'expérience et d'échanger sur les solutions qu'on pouvait essayer de mettre en œuvre, et puis ont permis aussi de valider la mise en place d'arrêtés préfectoraux qui modifient et prorogent les plans de gestion des forêts, puisqu'on est dans un cadre légal, on ne fait pas ce qu'on veut en forêt publique et on ne peut pas faire des coupes comme on le souhaite. En revanche, ici, compte tenu de l'état de crise, il fallait effectivement pouvoir s'affranchir des calendriers prévisionnels des coupes et intervenir là où on jugeait nécessaire de le faire. De la même manière, on verra tout à l'heure, on va parler de régénération, on devait pouvoir modifier les essences et les espèces d'arbres objectifs de dans nos plans de gestion, notamment lorsqu'ils prévoyaient que l'avenir devait favoriser le sapin et l'épicéa, si effectivement les données actuelles remettent en cause cela. Donc c'est pour pouvoir faire ça qu'il y a eu ces arrêtés préfectoraux. Ça veut dire que pendant 5 ans, on met entre parenthèses le document de gestion tel qu'il était prévu et on en fera le bilan de ces 5 années qui viennent en gérant plutôt au jour le jour, disons-le de manière un peu simplifiée. Une photo issue de la télédétection et de l'étude FORDED qui a été présentée par Olivier Bobet tout à l'heure. Simplement ici, on est sur un arrêt sur image en 2023 et sur une forêt communale tout à fait normale du département de l'Ain, avec du coup, on le voit, un niveau d'anomalie en rouge ou en jaune relativement significatif sur le paysage de cette forêt communale. Encore une fois, ce n'est pas du tout une forêt particulièrement impactée, c'est juste ce qu'on voit tous les jours, malheureusement, en ce moment. Le premier enjeu, on va s'attarder un petit peu sur ce graphique que je vais commenter, c'est de valoriser au mieux les bois. Et j'ai dit, il faut faire vite, parce qu'effectivement, on n'est plus au stade de la prévention où l'intérêt de la récolte aujourd'hui serait de freiner l'épidémie. On a atteint des niveaux qui sont tels que depuis quelques années, on est plutôt dans la gestion de la crise et de l'après et des conséquences qu'à essayer d'éviter une prolifération massive et des dépérissements massifs. D'autant plus qu'on a du sapin, comme je le disais, que du coup, on l'a entendu tout à l'heure, la cause est sans doute plus à relier à des épisodes de sécheresse que réellement à la prolifération d'un insecte. Donc, le bois perd vite de sa valeur, c'est une denrée périssable, et bien effectivement, on constate vite que nos moyens d'action et notre durée dans laquelle on peut intervenir et influencer la valorisation des bois est très très faible. Donc, il faut être réactif pour les propriétaires communaux,
Sur ce graphique ici, des proportions en pourcentage de qualité de bois, et sur un épicéa qui, lorsqu'il vient d'être touché par du scolite, a encore toute sa valeur, le bois n'est pas dégradé. Une grosse part de l'agrume du tronc est valorisable en qualité de charpente, les meilleures qualités possibles pour un épicéa. Il y a toujours une part de bois dans la surbie, donc en haut, dans la cime de l'arbre, qui est valorisable en palette, et puis le reste du bois énergique. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, assez rapidement, les agents bleuissants faisant leur effet, je fais référence à ce qu'on nous a expliqué à l'instant, la qualité potentiellement valorisable en charpente commence à diminuer et remplacée par des qualités inférieures de bois, et en même temps que cela se produit, au bout de 2 mois, de 4 mois, de 6 mois, la valeur du bois finit par diminuer et finit. Alors là, l'estimation, elle est, pardonnez-moi pour l'imprécision, on peut pas donner une généralité comme ça, mais en tout cas, au bout de quelques mois, et ils ne sont pas si nombreux que ça, pour l'échelle de temps d'un forestier, l'arbre passe à une valeur qui est nulle, d'autant plus que son exploitation coûte également et coûte une partie de ça. Si on prend un coût d'exploitation aux alentours de 25 € du mètre cube, vous voyez qu'au bout de 6 mois peut-être, on commence à se poser la question de pouvoir encore valoriser le bois, ou alors de devoir, si on le récolter en dépensant plus d'argent que ce que le bois vaut encore. Donc avec des vraies questions de est-ce qu'on peut se permettre de récolter, est-ce qu'il faut récolter? La question se pose effectivement, mais elle peut remettre en cause la capacité à récolter, qui n'est pas que économique. Voilà, elle peut être nécessaire pour régénérer des parcelles. Si on veut que les semis puissent s'installer, en tout cas aient de la place, si on veut pouvoir planter particulièrement, il faut que les arbres sur la parcelle soient partis. Il faut aussi pouvoir sécuriser les routes et les chemins, parce que l'accès aux forêts, ça reste un objectif prioritaire pour les forêts publiques. Pour des raisons paysagères également, hein, on a vu tout à l'heure des photos, je vous en remontrerai, mais les élus, les propriétaires veulent aussi faire quelque chose pour cette image, le paysage qu'ils voient depuis leur forêt, depuis leur commune, et puis générer un minimum de revenus pour les propriétaires. Hein, ce sont des propriétaires communaux qui doivent, lorsqu'ils veulent replanter et lorsqu'ils veulent régénérer la forêt, vont devoir payer pour financer des travaux, vont devoir payer des plans. Ça a un coût, et bien souvent en forêt, les investissements qui sont faits par les propriétaires sont supportés par les recettes de bois. Donc effectivement, l'enjeu ici, c'est d'assurer aussi l'avenir en valorisant au mieux les arbres qu'on peut malheureusement plus sauver aujourd'hui. Ça, c'était pour de l'épicéa. Pour le sapin, la perte de valeur, on l'a constaté à nos dépens, et elle semble plus rapide parce qu'on a, dès que l'arbre commence à sécher, et de plus en plus, semble-t-il, des pourritures qui s'installent et qui font que le bois perd vite sa qualité de sciage et devient vite valorisable uniquement en bois énergie. Alors c'est la peine maximum, c'est qu'effectivement, là, tout le bois, la perte de valeur des bois est très rapide et très forte. Donc, une urgence aussi à intervenir et une marge de manœuvre qui peut donc être limitée pour nous, forestiers. Voilà des images prises chez un scieur à qui nous avons vendu des bois et qui, effectivement, était dans le cas cité précédemment. Au bout de 2-3 mois, voilà le genre d'image qu'on peut malheureusement parfois avoir sur des pourritures qui s'installent. Alors, on les voit ici en périphérie. Et la conséquence qui se passe quand le bois passe dans une écorceuse, hein, donc c'est que tout le bois se retrouve arraché en périphérie, donc avec des pertes de rendement et de valeur pour les produits qui sont sciés. Pour valoriser au mieux les bois, dans ce contexte et dans cette contrainte de temps très forte qu'on avait, on était sous pression du temps, on doit en plus s'adapter à un contexte commercial qui est très vite changeant, qui, dans la période 2018 à 2023, a tantôt été catastrophique, la crise Covid de 2020, où les usines étaient pendant un certain temps presque à l'arrêt, jusqu'à une frénésie de demande de bois en fin 2021, début 2022, et aujourd'hui de nouveau un très net ralentissement de la demande en bois. Donc il a fallu s'adapter à ces contextes qui étaient particulièrement changeants, en donnant toujours la priorité aux arbres dépérissants, organisation d'une vente par mois
pour les forêts publiques de l'Ain depuis mars 2020 pour pouvoir être le plus réactif possible. Donc, bois vendu sur pied, c'est-à-dire exploité par les acheteurs. Et donc, le pilotage de ces ventes-là et de notre capacité à exploiter les bois et éventuellement à mettre en vente des lots de bois sains était dépendant du nombre de lots invendus dans les consultations de bois dépérissant à exploiter de manière urgente. Le marché étant parfois saturé et lorsque le taux d'invendu devenait plus important et qu'on avait des bois marqués à valoriser mais qu'on n'arrivait pas à valoriser faute de clients, faute de demandes, il a fallu optimiser les volumes mis en vente, optimiser par rapport à la demande, je viens de le dire, mais aussi par rapport à la capacité des ETF, les entreprises de travaux forestiers, donc les bûcherons, les débardeurs, à faire le travail. À un moment donné, c'est aussi ce facteur-là qui est devenu le facteur limitant. Dans ces cas-là, il fallait être particulièrement efficace, et c'est pour ça qu'on est complètement dans du curatif et plus du tout dans la prévention et dans l'esprit des arrêtés préfectoraux demandant d'exploiter le plus vite possible les bois scolités. C'est qu'ici, on a à un moment donné donné la priorité aux bois dépérissants récents, ceux qu'on arrivait encore à valoriser économiquement et qui avaient plus de valeur. Et priorité aussi aux bois dépérissants en grosses tâches et non pas de manière diffuse. Pourquoi? Pour réduire le coût de l'exploitation et surtout être plus efficace dans l'exploitation. Puisqu'à un moment donné, quand vous vous dites que de toute manière, il restera du bois sur pied en forêt et que de toute manière, on ne pourra pas tout exploiter pour les communes et tout récolter, mais il restera du bois en forêt. Mais autant choisir du coup les bois qui ont le moins de valeur, qui sont le plus éloignés des chemins, qui vont pas avoir un objectif de sécurisation des voies, ou alors choisir des bois dans lesquels on n'avait pas prévu de toute manière de renouveler la forêt par des plantations, par exemple. Les contrats d'approvisionnement, donc des accords entre l'ONF et les scieurs pour valoriser le bois chaque année, ça se faisait déjà en temps normal, mais la priorité a été mise sur ces contrats d'approvisionnement et sur ces partenariats locaux pour avoir le plus de réactivité possible et surtout une sécurité pour les communes vendeuses, puisque en début d'année, on définit un volume à exploiter et on assure du coup une valorisation, un débouché pour un certain nombre et un certain type de produits. Donc effectivement, ça permettait d'orienter au mieux les capacités de récolte de bois pour valoriser le bois des communes. Et des mesures d'exception qui consistent à rechercher de plus en plus de nouveaux clients, notamment pour valoriser les qualités les plus dégradées, les lots invendus, donc y compris en dehors de la région, et y compris pendant une période aussi avec des transports jusqu'à d'autres régions de France dans lesquelles la demande en bois a pu être encore présente lorsque, dans l'Ain, le marché était saturé par un afflux de bois lié à cette crise-là. De manière illustrée, nous récoltions avant crise ce volume-là de sapins et d'épicéas de manière complètement caricaturale et indicative, en faisant 2 grandes ventes annuelles et des contrats d'approvisionnement. Le volume en 2022 et en 2023 a été multiplié d'une part, mais surtout les ventes habituelles de bois sains, on va dire, ont été considérablement réduites, notamment à différentes phases où les marchés étaient particulièrement tendus, le marché du bois, pour laisser la place, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, pour laisser la place aux ventes de bois dépérissants et puis surtout aux contrats d'approvisionnement aussi qui ont été augmentés légèrement depuis cette période-là. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes bois qui ont été valorisés par ces modes de vente-là. Et lorsqu'on va parler la semaine prochaine de valorisation de bois bleuissant, par exemple, dans la construction, lorsqu'on a visité à Bois d'Amont la construction bois d'une école en bois bleu, il s'agit de la même chose finalement que ce qu'on fait ici. C'est éviter d'utiliser des bois frais, des bois sains qui se vendaient avant, pour utiliser des bois dépérissants, mettre la priorité sur ces bois dépérissants-là, plutôt que d'en récolter d'autres en plus, pour assurer ce type de produit-là et trouver des débouchés par contre pour ce gros
ce gros afflux de bois supplémentaire. Et l'autre enjeu, l'autre priorité, au-delà de la commercialisation et de réussir à valoriser ces bois, c'est le résultat. Une fois que vous avez coupé les bois au fur et à mesure qu'ils étaient dépérissants, on a une conséquence devant nous, des trous plus ou moins gros, qui sont la résultante, voilà, et qui vont devoir, qui vont nous donner lieu à de la régénération. C'est le deuxième enjeu, aider la forêt à se régénérer lorsqu'on le peut, en tenant compte bien sûr du changement climatique. La part de régénération naturelle, je peux vous dire qu'elle est plus importante que la part de plantation. Par contre, elle est très difficile à estimer. La régénération naturelle va se faire particulièrement lorsque les dépérissements vont être diffus dans des zones parfois plus ou moins difficiles d'accès, en tout cas pas de manière regroupée comme ici. Voilà. Lorsqu'il n'y a plus rien, si vous êtes obligé de planter pour renouveler la forêt et rapidement, donc souvent là où il n'y a pas de meilleur choix, ou alors là où on veut justement, où on ne peut pas tenir compte aussi de la régénération naturelle qui viendrait s'installer, changement d'essence du coup objectif pour le propriétaire et plantation. Mais ailleurs, là où c'est diffus, très difficile pour nous d'estimer les surfaces et de vous dire, voilà, il m'est impossible aujourd'hui de vous dire on a tant d'hectares de plantation, ça c'est facile. On a commandé des plans, on a fait des travaux, donc on sait. Par contre, tant d'hectares de régénération naturelle, c'est plus difficile. Quand vous voyez la photo ici, vous voyez qu'elle commence un peu partout à s'installer. Et pour nous, estimer cette surface-là, ça ne peut passer aujourd'hui que par la télédétection. Voilà, pour constater après coup les surfaces qui sont à nu, qui sont vides, à condition d'avoir un seuil de détection de ces surfaces-là. Et puis un observatoire des montagnes de lin avec à la fois une combinaison de la télédétection et de placettes sur le terrain pour justement estimer les surfaces et les surfaces régénérées naturellement par semis ou pas. Les plantations, lorsqu'on peut en faire, voilà, ce sont des opérations qui se font parfois avec du public, parfois en tout cas et toujours avec de la communication, puisque ce sont des surfaces qui sont fortement visibles dans le paysage, encore une fois, qu'on a bien souvent pas pu éviter, et qui, certaines depuis 2020, depuis 2021, sont maintenant terminées. Voilà ce que ça donne une plantation une fois qu'elle est faite. Ici c'est déjà un petit peu verdi, donc on va dire après 1 an, et ici juste après une plantation. Les essences plantées dans ce cadre-là, encore une fois, il s'agit d'une surface qui n'est pas la surface majoritaire de renouvellement. Lorsqu'on a du renouvellement naturel, le peuplement repart effectivement avec soit du feuillu, du hêtre présent sur place, soit du sapin ou de l'épicéa présent sur place, mais qu'on va du coup accepter en régénération. Par contre, lorsqu'on plante, l'idée ce sera de diversifier les essences et d'introduire dans nos forêts communales une part d'essence a priori mieux résistante au changement climatique. Donc on va faire pour ça des études de sol. On va se projeter dans le climat de 2050 ou de 2100 en espérant trouver l'essence qui à la fois va résister aux conditions climatiques d'aujourd'hui sur le terrain et à la fois résister aux conditions climatiques de dans 50 ou 100 ans, ce qui n'est pas évident. Certaines essences résistent très bien aux projections climatiques qu'on a pour dans longtemps, mais elles ne résistent pas à un hiver qui peut encore être un petit peu rude aujourd'hui parfois. Donc voilà, une essence qui ne supporterait pas le gel, on ne peut pas l'installer. On sait que peut-être qu'en 2100, elle sera très bien à sa place, mais en tout cas aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et pareil pour le besoin en eau. Donc les essences qui ont été plantées, vous les voyez ici, c'est quand même une part aussi de feuillus qui est importante. On va dire presque un quart du volume sont des feuillus en remplacement de sapins et d'épicéas, notamment des chênes, et puis des essences plus méditerranéennes comme les pins, comme les cèdres ou les douglas qui, suivant les provenances, peuvent résister à la sécheresse. Donc pour un nombre de plants d'environ 300 000 plants plantés entre 2021 et 2023. Encore une fois, tout ça ne doit pas masquer, c'est une partie de la réponse, mais ne doit pas masquer aussi les travaux pour la régénération naturelle.
et dans certains secteurs, le hêtre, le sapin, même l'épicéa peuvent encore intervenir en essence de remplacement. Voilà. Pour ces conséquences-là, je vous remets ensuite aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Et on va finir avec Sylvain Ougier du CRPF, qui lui va plutôt être concentré sur les savoirs. Bonsoir, Sylvain Ougier. Donc, je suis responsable CRPF pour la Savoie de Savoie. On est une petite équipe d'une dizaine d'agents sur les 2 départements et je vais vous présenter l'analyse qui est encore en cours sur le. Alors, j'arrive pas à lancer le. Qui est encore en cours sur les départements de Savoie. C'est à moi de partager l'écran? Oui, normalement. Alors, c'est en haut à droite. Oui. Il y a un onglet partagé, donc ça devrait fonctionner comme ça normalement. À tout écran, fenêtre. Ah là, parfait. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon, Non. on y voit. Il faudrait juste y mettre en plein écran et c'est bon. Ah bah parfait. C'est bon pour vous? Moi, je vois pas encore le plein écran, mais Ah mince. Alors, il est passé en plein écran chez moi. Moi, je l'ai en plein écran. Je ne sais pas de votre côté. Non? non, on l'a pas en plein écran de ce côté-là. Donc, Paramètres ah bah, il y en a d'autres qui disent que c'est bon. Ok. Bon. S'il y en a qui ont plein écran, c'est que c'est bon, alors on peut y aller. Eh bien, c'est parfait. Donc voilà, je disais qu'on était encore en phase d'analyse. Donc en fait, il faut prendre avec réserve les éléments que je vais vous donner. On y a travaillé les 15 derniers jours. On a encore une réunion ce soir à 16h pour travailler sur les éléments et les confronter avec nos collègues de l'ONF pour s'assurer d'avoir les mêmes lectures sur la situation. Je repars un petit peu sur l'historique et les événements climatiques qui nous ont amenés à cette situation de crise sur les départements de Savoie. Ça fait quelques années quand même qu'on a eu des événements climatiques assez violents. Il y a eu la tempête de 99 dont tout le monde se rappelle. En 2012, nous, sur Chamonix, on a eu un gros coup de vent qui a couché plusieurs dizaines d'hectares juste au-dessus de la ville. Là, on voit la photo en haut à droite. C'est un courant d'air qui nous a couché une coupe qui était en cours sur une coupe à câble. Et on a dû évacuer quasiment la totalité des bois. En 2019, en juillet 2019, on a eu un gros coup de vent également qui a traversé les Savoies, en particulier la vallée de l'Arve, avec un impact très important de plusieurs dizaines d'hectares. On dépassait 100 hectares sur la vallée de l'Arve, notamment sur la commune de Maglan qui a impacté la forêt publique et la forêt privée. Donc ça, c'est les éléments, on va dire, climatiques. Et on a également, en plus, des sécheresses qui sont à répétition. On parle de la canicule Excusez-moi, de... je vous coupe parce qu'on voit juste la première slide et c'est toujours. J'ai d'autres retours qui me disent Ah que bon, c'est pas en plein écran. Alors, il faudrait peut-être arrêter le partage et le recommencer avec une autre fenêtre. ok. Alors, je rattaque. Ouais, vous pouvez peut-être Là, recommencer. j'en ai tout, là. Bah, on est toujours bloqué à la première slide en fait. Et si je fais comme ça... non, de toute façon, non. Parce que là, j'ai un partage, enfin, j'ai un double écran. Je Ah, mais recommence. c'est ça, en fait, vous avez partagé le mauvais écran, je pense. Ah, ok. Alors, je Ouais, vais partagez réessayer. l'autre. Ah, voilà. Parce que là, c'est bon. Ah bah, alors là, on voit toujours la même chose. Enfin, pour moi en tout cas. Et essayez peut-être les autres options. Ouais, je suis dessus, là. Il n'y a pas d'évolution, là? J'essaye à chaque Non, fois il n'y a pas d'évolution. Alors, C'est marqué Teams partage une fenêtre. non, non, mais en fait, on voit bien votre écran, mais on est bloqué sur la première slide. Ah, mais là, Ah, quand vous faites ça, ça descend, hein. Mais on n'est pas en plein écran, mais vous pouvez peut-être faire comme ça. Et pour les participants, vous pouvez zoomer avec le petit plus là sur l'écran si jamais. On peut avancer comme ça, je pense que ça fera l'affaire.
Je continue comme ça? Ouais, continuez comme ça. Attendez, je peux faire ça. C'est peut-être trop. Ouais, Je c'est mets bien pas comme plein ça. écran, on reste là-dessus? Ouais, on Ok. peut rester là-dessus et vous descendez les slides comme ça. Ok, donc j'en étais aux événements climatiques avec Chamonix et Maglan en 2019. Les sécheresses, on se rappelle de la canicule de 2003. Ensuite, il y en a eu pas mal d'autres. Je voulais surtout attirer votre attention sur les dernières années, 2022-2023. Olivier Bobet l'a bien présenté par rapport à l'impact que ça a sur les peuplements forestiers. Je voulais attirer l'attention sur la pluviométrie. En fait, sur les 2 dernières années, si on prend la pluviométrie de janvier à fin août-septembre, en 2022 et en 2023, on a un déficit moyen pour les Savoies de 46%. Donc, vous imaginez l'influence que ça a sur la période de croissance de la végétation. Donc, pour cette année, ça s'est très bien rattrapé sur l'automne. Mais voilà, on a quand même dans la période de croissance des déficits qui sont très importants. Si on rajoute ça avec une augmentation des jours d'ensoleillement et de la température, les arbres pompent beaucoup. Et comme il n'y a plus d'eau, il y a un moment où ils sont tellement affaiblis que pour certains, ils claquent directement avec la colonne d'eau, comme ça a été évoqué. Et en tout cas, ils sont très sensibles du coup aux attaques de scolytes. Ils ont de plus en plus de mal à se défendre. Donc en fait, tous ces stress climatiques intenses et surtout répétés fragilisent les arbres et en plus favorisent le scolyte, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, le scolyte a besoin de température pour faire des générations, et donc ça vient en plus améliorer la performance de l'insecte et la reproduction de l'insecte. Si on en vient au scolyte, là c'est moins bon, du coup on ne voit pas. Je ne sais pas ce que vous voyez toute la diapo? On a déjà eu des Oui, c'est épidémies bon. par le passé. En 2015, on a eu une première épidémie. À l'époque, on avait identifié à peu près 200 foyers en forêt privée, 163 pour le CNPF. On était arrivé seulement à en exploiter un tiers parce que manque d'accès, volume trop faible dans certains secteurs sur certains foyers pour obtenir une intervention des opérateurs. Donc voilà, le résultat n'était pas très satisfaisant parce que c'est très compliqué en forêt privée. Il y a un morcellement qui est considérable. Il y a plus de 100 000 propriétaires pour un département. La moyenne de la parcelle forestière est de 1500 mètres carrés. Donc vous imaginez la complexité. Et puis là, on vient de découvrir, on n'a pas découvert, mais en 2019, une augmentation assez sensible des foyers avec un nombre de bois et un volume de bois scolité qui est en très nette augmentation depuis 2019. Du coup, suite à cette augmentation, on avait fait un premier état des lieux en 2019 sur une analyse des forêts dégradées sur les 2 départements, dans une logique plutôt de reconstitution en fait. Et puis on avait déjà trouvé à peu près 1000 hectares de forêts dégradées, donc ce n'était pas lié qu'au scolyte, il y avait également des parcelles qui n'avaient pas été reconstituées, qui étaient laissées un petit peu à l'abandon. Et puis là, en 2023, au regard de l'évolution de la crise scolyte 2022-2023, on a remobilisé les équipes et on vient d'étudier les différentes données satellites qui ont été présentées par les collègues, là, la base, les satellites Sentinelle avec la base FORDED. Donc, on a un ensemble d'anomalies qu'on a analysées les unes après les autres avec les techniciens de terrain qui nous ont dit, sur tel secteur, il y a une demande de coupe qui a été faite. Donc ça, c'est plus du bois scolité, ça a déjà été exploité. Sur tel secteur, c'est de la roche, c'est pas lié à du peuplement forestier, et ainsi de suite. Donc on a un premier tri qu'on a réalisé sur cette base-là avec l'ensemble des agents de l'équipe CNPF Savoie-Haute-Savoie. Mais c'est vrai que ça nous permet enfin d'avoir un outil assez performant de détection qui demande à être confirmé par des analyses terrain. Les surfaces impactées et les résultats. Donc, il y avait une campagne, il y a eu différentes campagnes, mais disons que sur la période 2017-2021, on a étudié et identifié à peu près un peu plus de 750 hectares de forêts dégradées, en tout cas impactées, et pour la Savoie, 260. Et on retombe sur les 1000 hectares qu'on avait identifiés en 2019, donc c'est assez cohérent pour nous. Si on prend par rapport à la surface un volume de bois moyen de 200 mètres cubes par hectare, pour du résineux, c'est souvent quand même des peuplements mélangés, donc c'est pour ça que ce n'est pas le volume total hectare. On a quand même une estimation de volume de bois sec sur pied qui dépasse les 200 000 mètres cubes.
Donc, c'est assez considérable. Mais ceci dit, on les voit dans le paysage depuis plusieurs années et on va devoir malheureusement s'habituer à avoir du bois sec sur pied, j'espère dans des proportions qui vont rester raisonnables, mais aujourd'hui, on va devoir s'y habituer. Et puis, on a fait la même analyse avec la campagne septembre 2023 et là, on a une explosion des anomalies avec une surface identifiée en anomalie de 1300 hectares. Une fois qu'on a retiré déjà toutes celles qu'on connaît et qu'on considère comme n'étant pas du bois scolité ou du bois en train de dépérir, ce qui fait une estimation qui est en cours de consolidation de plus de 300 000 m3, ce qui est assez considérable quand on sait qu'on mobilise à peu près 300 000 m3 par an en forêt privée sur les 2 départements. Voilà la progression qu'on a vue ces dernières années grâce à la base FORDED. Donc, on voit très bien qu'on était sur une moyenne de l'ordre de 30 à 40 000 m3 par an sur les 2 départements, enfin sur la Haute-Savoie, là, pour les bois impactés, et que d'un seul coup, on a un facteur 3 en 2023 suite aux sécheresses répétées et aux attaques de scolytes 2022-2023. Je n'ai pas de colonne en 2022 parce qu'on n'avait pas la donnée. Voilà pour la partie savoyarde, ce que ça donne. Donc, on était en 2021 à 50 000 m3 de bois scolité et on est passé en détection à peu près 130 000 m3 de bois. On l'a fait après par territoire. Tous les territoires sont diversement impactés. On voit par exemple Chartreuse avant Pays Savoyard, on a plus de scolytes, on a plus de sapins et des peuplements mixtes. Donc voilà, c'est des différences. Attention pour les histogrammes. L'histogramme en orange clair vaut pour 4 ans, alors que l'histogramme en orange plus foncé vaut pour 2 ans. Donc, on voit quand même que l'évolution, elle est assez significative. On a un très gros impact sur le secteur du Beaufortin, sur le territoire d'Arlisère, pour la partie savoyarde. Pour la Haute-Savoie, principalement le pays du Mont-Blanc et le secteur Arves-Gif. Donc, Olivier Bobet avait présenté des photos de Combloux. Il aurait pu les prendre sur toutes les communes avoisinantes, Demi-Quartier, Les Contamines, Saint-Gervais, etc. Tout le versant, là, est impacté, très fortement impacté. On n'est plus sur des spots, on est carrément sur des peuplements entiers qui sont en train de dépérir. Ils sont en phase d'exploitation pour certains, mais on est face à une crise, je dirais, majeure. Dans les bornes Aravis, on a également des secteurs impactés. On a été assez surpris de voir qu'il y avait des peuplements qui étaient dans d'excellentes conditions pédoclimatiques, mais qui ont quand même subi des dépérissements importants. Donc là, moi, je pense que c'est plus lié à l'évapotranspiration et à l'incapacité des arbres, qui étaient des arbres dans des secteurs très performants, à trouver encore un peu d'eau pour subsister. Et du coup, le scolyte a terminé le travail de dépérissement. Voilà, UC-Borne aussi, quelques massifs. Haute-Savoie, il y avait un gros impact 2019 très diffus là, suite à la tornade, et du coup, qui a créé des foyers de scolyte. Et là, on se retrouve avec toute la partie sommitale du Semnos qui est sinistrée sur plus de 80 hectares. Donc, je pense qu'on va en entendre parler parce que visuellement, ça risque de faire du bruit. Voilà, donc le bilan, c'est qu'on peut considérer, alors toujours avec des réserves, on est encore en train de traiter les données, mais globalement, on considère qu'on a un volume de bois sec sur pied. Ça a été évoqué par Jonathan de l'ONF en disant dès qu'ils ont plus de 6 mois, ils ont pratiquement plus de valeur. Mais dès qu'ils ont 3 ans, ils en ont carrément plus. Ça, c'est une certitude, à part en bois énergie. Donc, on a plus de 200 000 m3 de bois sur pied sec qu'on voit dans le paysage. Ça représente, si on les avait commercialisés avant à 40 m3, à 40 euros hectare, à 40 euros mètre cube, une enveloppe quand même de 8 millions d'euros. Et pour la partie 2023, aujourd'hui, on arrive à peu près à une évaluation aux alentours de 350 000 m3. J'ai mis 395, mais ça reste à être vérifié. On sera peut-être inférieur. On espère pour ces volumes-là, qui ont moins de 6 mois, pouvoir trouver des solutions rapidement pour ne pas les perdre complètement. Mais ça représente quand même 1,5 fois de volume mobilisé par an en forêt privée. Donc, on est face à un vrai défi. Et depuis les 6 derniers mois, j'ai les agents qui font déjà remonter des nouveaux secteurs, des nouvelles parcelles. Et quand on les compile, on arrive encore à des surfaces assez considérables. Donc, je pense qu'on est face à une évolution
assez inquiétante. Et du coup, la question, c'est quels moyens humains on va arriver à mobiliser supplémentaires pour faire face à ça, quels moyens financiers, et puis quelle stratégie on va devoir mettre en place. Donc la première réponse, la cellule de crise a lieu la semaine prochaine, vendredi, en Haute-Savoie, en préfecture. Et puis, celle qui était prévue en Savoie a été reportée, mais j'espère qu'elle aura lieu dans les prochaines semaines. Voilà pour la situation des Pays de Savoie. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour vos présentations. On va passer donc aux questions, s'il y en a. Donc, si vous voulez, vous pouvez lever la main, on peut vous ouvrir le micro, vous pouvez en poser dans le chat. Je vois qu'il y a eu une question sur l'appellation Böstrich en Suisse. Alors, ça a été partiellement répondu. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Ouais, il n'y a pas bien de débat là-dessus, hein. C'est de la sémantique récente ou ancienne. Donc, le Böstrich, c'est un terme assez générique et qui traduit l'ensemble des scolites, en fait. Et donc, derrière, voilà, il y a des espèces, différentes espèces selon les. Même sur les épicéas, il n'y a pas que du typographe, hein. Il y a le calcographe qui est présent et souvent, il cohabite bien tous les deux. Donc, voilà. Le terme Böstrich était assez général et on ne l'emploie plus réellement. D'accord. Sauf dans les campagnes reculées, j'ai compris. Et puis, voilà, c'est un discours peut-être franc-comtois qui existe encore. A priori, on a une question. Je vais ouvrir le micro. Une question de Colin Fabre. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bonjour. On a vu que ForDead donnait des résultats très concluants, malgré une tendance à la surdétection de certains foyers, etc. Je pense que enfin, vous l'avez dit, hein, que c'est un outil prometteur et j'ose espérer qu'il y en aura d'autres. Ma question, c'est est-ce que la ligne directrice des organismes de gestion, que ce soit ONF, CNPF, Chambre d'agriculture, etc., va dans ce sens-là, c'est-à-dire recruter des ingénieurs qui ont ces compétences-là pour gérer des modèles de ce type-là, développer de nouveaux modèles, enfin améliorer ForDead ou d'autres modèles existants, etc. Ou est-ce que la priorité est plus à augmenter les moyens humains sur le terrain pour voilà, juste pour avoir plus de techniciens? Moi, je pense que les deux que l'un ne va pas sans l'autre. Le modèle de détection global ne va pas sans ces forestiers de terrain. Et puis les forestiers de terrain ont la chance de pouvoir s'appuyer sur des modèles de détection globale comme ça. Donc, comment se positionnent un peu les organismes là-dessus? Je ne sais pas, moi je peux parler pour le DSF parce que en fait, l'origine de ForDead, c'est un contrat entre le ministère de l'Agriculture, la DGPE et puis INRAE. Et donc voilà, c'est le système ForDead et la chaîne de traitement ForDead a été créée et analysée en ce moment par INRAE. Et donc on récupère les sorties de ce modèle-là. Et donc les collègues et les données qui sont analysées par les collègues sont issues des sorties d'INRAE. Donc, c'est des données de systèmes d'information géographique derrière avec différents types d'anomalies. Et donc, on choisit tel ou tel type d'anomalie. Et sachant que, vous l'avez très bien dit, il va toujours falloir une observation de terrain pour corroborer ce que le modèle nous dit. Parce qu'il y a eu aussi quelques surdétections à des moments où, un peu plus compliqués où le modèle arrive à détecter d'autres choses. Il détecte l'humidité dans le feuillage et donc il arrive à détecter. Et en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2020-2021, on a eu des fructifications très abondantes. Et à ce moment-là, le modèle, il nous avait envoyé des mauvais signaux, enfin en tout cas des faux signaux, sur tout un tas d'anomalies qui n'en étaient pas. Donc, à la fois, c'est un super outil, et donc c'est aussi un outil sur lequel qu'il faudra regarder avec prudence. On va continuer à le valider parce qu'on va continuer à l'utiliser, notamment sur les sapinières. Donc, les sapinières dans le Massif central où on se pose beaucoup de questions. Et donc, pour l'instant, il va falloir qu'on valide les sorties sur cette zone-là. Et puis, on peut utiliser maintenant, on utilise de manière assez courante, en tout cas pour cette validation-là, le drone avec des orthophotos drones qui sont collectés, hein. L'ONF a des dronistes et des systèmes qui nous permettent de recaler ça sur des systèmes d'information géographique.
pour qualifier en tout cas la sortie du modèle Forden. Après, voilà un petit peu la situation pour le DSF et le ministère de l'Agriculture. L'utilisation de ce modèle-là, on va continuer, hein, les sorties, les conventions, elles perdurent avec l'unité Tétis de Montpellier là, et donc on va continuer à faire des sorties, 3 à 4 sorties par an, et puis on va traiter carrément quasiment la totalité de la région. Voilà, parce que jusqu'à maintenant c'était concentré sur les Savoies et puis le département de l'Ain, c'est en train de s'étendre petit à petit. Voilà. Nous, en tant que gestionnaire forestier et pour l'ONF, je répondrai effectivement, comme vous l'aviez pressenti, qu'il faut les deux. On investit beaucoup et on a beaucoup d'attentes. J'en parlais aussi sur les données d'un observatoire qu'on met en place 2024-2025, où on combinera tous les outils possibles de télédétection et de place permanente sur le terrain pour justement y voir plus clair sur nos besoins, nos priorités. Sur l'ampleur des besoins, notamment de replantation, de plans éventuels, pour voir aussi à quel rythme on replante par rapport aux réels besoins et à ce qu'il est. Aujourd'hui, en tout cas, effectivement, on est sur place et de toute façon, il y a des choses qui sont visibles. Et on a besoin de gens pour programmer le renouvellement, pour prioriser déjà aussi au sein d'une propriété communale, et puis suivre les exploitations, qu'elles se passent dans de bonnes conditions, et que les renouvellements se passent aussi dans de bonnes conditions, puisqu'en face d'une plantation, il y a des projets, il y a des études pour savoir quelle essence on va planter, et ça se fait au plus proche de la zone en question. On ne peut pas l'automatiser. Par contre, savoir où on en est par rapport aux besoins réels, ça c'est quelque chose qui nous intéresse et sur lequel aujourd'hui on n'est pas encore bien équipé. Donc on attend beaucoup de ces outils-là. Et pour le CNPF, pour nous, l'outil le plus grand intérêt de l'outil, c'est d'avoir des éléments factuels pour apporter de l'aide à la décision aux décideurs. C'est-à-dire que ça nous permet d'arriver avec de la carto et de le confronter avec les relevés terrain et de montrer aux décideurs l'évolution des phénomènes et des enjeux. Par contre, à choisir, on préfère avoir des hommes terrain parce que c'est tellement complexe en forêt privée qu'il faut avoir des techniciens capables d'aller sur le terrain, conseiller les propriétaires, les inciter à passer en marché et à s'organiser pour de la vente. Donc voilà, on ne développera pas, je ne pense pas, de service, on servira de tous les outils, mais on continuera à le faire en interne, on spécialisera, je ne sais pas si on spécialisera un jour quelqu'un sur ces données-là. Ok. Ensuite, on a une question sur les exemples de bois scolytés en bois d'œuvre, prix, avantages, inconvénients par rapport au bois sain. Ça, c'est un peu le sujet du deuxième webinaire, donc on va peut-être pas forcément y répondre ici. Mais en tout cas, oui, le bois scolyté peut tout à fait être utilisé en structure s'il est récolté au bon moment. On a une autre question. Bonjour, je me demandais pour quelle durée les plans de gestion forestier sont-ils écrits et à quelle fréquence sont-ils renouvelés? Alors, si on parle des plans de gestion pour la forêt privée, parce que pour la forêt publique, c'est les documents d'aménagement et je laisserai Jonathan répondre, ils sont écrits pour 10 ou 20 ans. Et là, par contre, se posera la question des renouvellements, c'est-à-dire si on a des secteurs qui sont sensiblement impactés, il faudra évidemment ou faire des avenants ou faire des modifications. Et donc 20 ans également pour les documents de gestion en forêt publique qui s'appellent des aménagements. Et du coup, l'arrêté préfectoral qui concerne les 86 communes en crise dans l'Ain permettent soit, lorsqu'ils sont déjà arrivés à échéance, de ne pas les renouveler immédiatement et de prolonger de 5 ans les aménagements actuels, soit s'ils ne sont pas encore arrivés à échéance, de les modifier en tout cas pour pouvoir avoir un peu plus de liberté sur les essences objectives par exemple et sur le calendrier des coupes qui étaient prévues dedans, puisqu'effectivement il s'entend dans un contexte comme on vient de le présenter et vu la gravité du phénomène qu'il faut pouvoir modifier et il faut pouvoir adapter j'allais dire au jour le jour, en tout cas mois après mois, les coupes qu'on prévoit de vendre. C'est aussi pour ça qu'on a un rythme de vente qui est passé à 1 par mois parce que ça nous permet d'adapter
au mieux en fonction de ce qui est vu sur le terrain et ce qui doit être mis en commercialisation et pas être prisonnier, entre guillemets, d'un plan de gestion qui serait rédigé il y a 20 ans. Ok, on a une autre question. Qu'en est-il des prédateurs des scolites, s'il y en a? Oui, des prédateurs et des parasites, il y en a plein et on en retrouve, voilà, sauf qu'en phase épidémique, vous avez vu que le taux de multiplication, c'était 50 et que bah, c'est pas tout à fait, c'est pas, dans cette période-là et dans la période de montée en puissance, en tout cas, c'est pas là où ils sont très efficaces. Donc, ils accompagnent l'épidémie, ils montent en puissance aussi, mais ce n'est pas eux qui vont l'arrêter tout de suite. Et donc, pour arrêter l'épidémie, ça s'est quand même arrêté, hein. On a vu après 2003, 2005 des baisses. Donc, il faut une espèce de conjonction avec des printemps très humides qui sont à la fois très favorables à la végétation forestière, qui redonnent de la vitalité aux arbres, et qui sont très défavorables à l'essaimage et au vol des insectes. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2015, hein. 2015, on a eu montée en puissance et en 2016, le printemps a été pourri. Et derrière, bah, les essaimages, ils n'ont pas eu lieu. Les arbres, les scolites sont partis difficilement et les arbres ont repris une certaine vitalité. Bon, là, on a quand même sur des peuplements des dégâts assez massifs. Donc, le niveau des populations est très important. Donc, on pourrait peut-être avoir un ralentissement avec des conditions très défavorables aux scolites et très favorables aux arbres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une continuité parce que le niveau des populations en sortie d'hiver est quand même très important. Et donc, voilà, la déstructuration des peuplements est assez forte. Donc, ça peut s'arrêter, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà. Et les prédateurs et les parasites, ils sont là, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Ils sont très présents, mais ils ne vont pas suffire à réguler. Ok. Eh ben, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé, merci aux présentateurs et à ceux qui ont participé. Je vois une dernière question. Je ne sais pas si on a encore le temps de la traiter. On peut la faire et puis ça sera la dernière. Existe-t-il d'autres problèmes sanitaires fréquents qui entraînent un déclassement des bois? Vous parliez du sapin pectiné tout à l'heure. Sur le sapin pectiné, mais sur toutes les essences, hein, il y a tout un tas. Dès que les arbres sont plus alimentés, donc il y a globalement un échauffement. Et puis, donc, les champignons peuvent se multiplier à l'intérieur et provoquer l'échauffement. C'est ce qui se passe sur les sapins et ce qui rend la dégradation du bois assez rapide. Après, il y a les insectes, la piqûre et puis des scolites qui commencent à transformer, des insectes qui commencent à transformer le bois, les cérambicides notamment. euh, et donc qui entraîne aussi des déclassements parce qu'on a eu retour de sieur avec des insectes xylophages qui faisaient des trous dans les planches et qui rend ces bois-là un peu difficiles à commercialiser. Ok. Eh ben, merci à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie valorisation de ces bois scolités, comment les mettre en avant dans les chantiers, dans les projets. Donc, on aura des exemples qui permettront de mettre ça en lumière et des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous au cours de ce deuxième webinaire. Merci, au revoir. Merci, au À revoir. bientôt, au revoir.